Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. Cette semaine, le président de la République a fait plusieurs déclarations à l'entrevue qu'il a accordée à la presse sur les projets économiques d'envergure nationale et structurants et transformateurs également. Abdelmadjid Tebboune répond aux détracteurs des choix économiques de l'Algérie, en passant par la politique de subvention de l'État qui engendre le gaspillage, dira le président de la République, et qui nécessite désormais un ciblage via les outils numériques. Le président de la République annonce également un PIB de plus de 400 milliards de dollars d'ici 2027, une réforme de la sphère politique avec notamment la prochaine loi sur les partis. Abdelmadjid Tebboune évoque aussi les polémiques autour du nouveau texte portant code de la route et les interprétations houleuses, notamment sur les amendements techniques apportés à la Constitution. Puis, au volet de la politique internationale, le président a évoqué les bonnes relations avec les grandes puissances, avec les pays arabes et les voisins comme la Mauritanie ou le Niger. Avec nous, nos consultants habituels pour débattre de toutes ces questions. Ziad Charfaoui, bonsoir et bon retour parmi nous. Merci Samia, bonsoir aux fidèles de Canal Algérie. Bonsoir Sami Kaidi, merci. Bonsoir Samia Bacha, c'est toujours un plaisir. Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonsoir à vous également. Madame Bacha, bonsoir. Et on va commencer avec vous, Monsieur Kaoubi. On va commencer avec le volet économique, puisqu'il a finalement concentré l'essentiel de cette entrevue qu'a accordé le président de la République à la presse nationale. Et évidemment, le débat a tourné en premier lieu autour du grand projet minier de Garage Biled. Et le président a dit justement que ce n'est que le début d'un projet national plus vaste. Alors, les projets ferroviaires vont s'étendre avec donc la ligne Bled El-Hadba, Tbessa vers Annaba à l'est du pays, sans oublier le tracé ferroviaire majeur Alger-Tamanrasset d'ici 2028 qui couvrira jusqu'à 2400 km. Alors pour les côtes, ce sont des projets ferroviaires qui concernent le secteur minier, qui vont donc c'est des projets intégrés. Est-ce que l'Algérie va tout miser à présent sur les mines? Oui, entre autres. Le président a été rassurant. Il a été aussi dans la pédagogie. Donc, il a expliqué d'une manière très claire que cette politique de valorisation du patrimoine minier s'inscrit dans une stratégie mûrement réfléchie de développer le pays en permettant donc de fournir les intrants pour les industries qui prendront le relais et puis de pouvoir le trésor public ou l'Algérie de ressources externes en plus de celles que le secteur des hydrocarbures lui procure. Donc tout cela est de l'autre côté les investissements dans la voie ferrée, donc c'est un choix aussi important dans la mesure où ce n'est même pas nécessaire de revenir sur le choix du moment où la voie ferrée, c'est l'outil ou le moyen de transport le plus économiquement viable, le plus techniquement rentable. Et puis c'est à partir de là que l'explication qui a été donnée par le président de la République a été convaincante à plus d'un titre. Pédagogie, et puis ce n'est pas des choix hasardeux. Au contraire, à quel point les mines vont devenir un secteur porteur en Algérie, selon vous? Puisque nous sommes un pays gazier, on le sait. Est-ce que les mines, je pose vraiment la question comme ça, est-ce que les mines peuvent remplacer le gaz, par exemple? Pas remplacer, on a cette logique d'exclusion, c'est une complémentarité. On a de la richesse dans notre sous-sol, donc jusqu'à quand elle restera inexploitée. Maintenant, la valoriser, c'est la transformer en capital. Ça veut dire, ça permettra à l'industrie mécanique sidérurgique de bénéficier d'avantages comparatifs en ayant des intrants disponibles et à bon prix. C'est très important. Ça permet de capter l'investissement et de libérer des projets qui sont conçus, qui sont actuellement en réalisation. Et la deuxième des choses, c'est d'avoir des capitaux. Pour faire de l'industrie, on a besoin d'argent. Et donc, les revenus que vont permettre l'exportation de notre patrimoine minier seront investis justement pour parachever et lancer d'autres projets qui permettront de valoriser le minerai au lieu de l'exporter en l'état brut. Et deuxièmement, ça permettra à d'autres industries d'avoir une valeur qui viendra renchérir et rendre encore plus valeureux
ce minerai qui sera non seulement exporté en l'état brut, mais transformé. Alors, justement, Zine Cherfaoui, le président, a parlé des premières, finalement, des premières retombées de Garage Billet, du projet de Garage Billet. Il a parlé de 500 d'une offre de 500 emplois pour la Nesrif, pour travailler sur la voie ferrée. Donc ce sont des retombées économiques directes déjà sur les 18 000 ou 20 000 emplois qui, voilà, il avait parlé de... voilà, qui sont attendus. Et enfin, on revient encore aux critiques qui ont pu dire que voilà, c'était un projet qui n'allait pas finalement être profitable, notamment aux populations de la région. Et bien voilà, il y a déjà une offre de 500 emplois pour travailler sur la voie minière. Oui, les retombées sont extrêmement importantes. Mais juste avant de développer l'idée, j'aimerais juste dire qu'au même titre que nous assistons à des recompositions au niveau géopolitique, au niveau géostratégique, on assiste aussi à des recompositions au niveau industriel. Le centre de gravité du monde industriel d'il y a un siècle, aujourd'hui on le constate, il a changé. Alors il passe de l'Europe vers l'Asie, les États-Unis, les Amériques. Et aujourd'hui ce projet, qui était, il faut le dire, il y a 70 ans, qui était de l'ordre du rêve. On savait que nous avions des réserves de fer de l'ordre de 3,5 milliards de tonnes, etc. Mais le paradoxe était là. On avait des réserves, mais on ne pouvait pas les exploiter. Et donc aujourd'hui, ce paradoxe n'a plus lieu d'être. Et le fait de connecter Raj Billet au port d'Oran, ça nous permet aussi d'avoir aujourd'hui un levier stratégique qui nous permet d'exister dans la recomposition industrielle qui est en cours. Et d'ailleurs, il le dit, le but est d'impacter le marché mondial. Oui. Des mines, pas que du fer d'ailleurs. Oui, alors tout le monde le sait, les plus grands producteurs de fer au monde, c'est un peu l'Australie, c'est un peu le Brésil, en Asie aussi. Mais lorsque l'on regarde, alors les Australiens exportent des minerais, le minerai de fer brut. Il y en a qui le transforment un peu, etc. Mais la distance que parcourt le minerai brésilien pour arriver au port et la distance que parcourent les minerais australiens pour arriver au port, des fois on est dans l'ordre de 4 000, 5 000 kilomètres. Nous ne sommes pas finalement très loin du port d'Oran. Et ce qui est avantageux aussi, c'est que nous sommes à un carrefour. Nous pouvons le vendre aux Européens, nous pouvons le vendre aux Turcs, nous pouvons le vendre aux Asiatiques, nous pouvons le vendre au bloc proche-oriental. Et donc, ça nous met dans une position qui peut rendre extrêmement compétitif notre fer. Donc, alors on dit souvent que le prix du fer est mondial et c'est au niveau local que se jouent les détails. Oui. Et donc, finalement, en construisant ce chemin de fer, et en faisant parvenir notre minerai de fer de Raj Billet à Oran, nous pouvons, quoi que disent les détracteurs de ce projet, nous pourrons avoir un fer extrêmement, ou un minerai de fer extrêmement compétitif. Oui. Il peut l'être encore davantage si nous le transformons localement. Évidemment. Et le défi est là. Mais pour revenir aux emplois. Juste pour revenir aux emplois, parce que le président a aussi parlé de cet autre projet d'envergure, le projet de Ouadamizol, qui est aussi sur le point de son lancement, fin mars, selon donc, le président de la République. La mine de zinc et de plomb, et qui se fera avec, selon le chef de l'État, avec la concertation aussi et l'assentiment de la population locale, parce qu'il y a pu avoir des réticences concernant des expropriations. L'expropriation, effectivement. Et donc là encore, ce sont des projets à dimension sociale, que ce soit à Garage Billet, on parlait des 500 emplois qui étaient déjà sur la table, et puis de Ouadamizol, Talla Hamza, donc, à Béjaïa. Il y aura aussi la même reconfiguration sociale, et sociale, c'est ce que je voulais dire, socio-économique, voilà. Oui, alors vous avez potentiellement la création de 18 000 emplois à Abchar, Tindouf, etc. Alors on ne parle même pas des avantages en termes de désenclavement d'une région, il faut le dire, pour y parvenir ou pour venir changer de région. Il faut vraiment vivre là-bas pour voir les difficultés qu'il y a à aller à Oran, à aller à Abchar, à venir à Alger. Alors imaginez-vous, maintenant vous êtes à Tindouf, vous pouvez acheter votre billet de train. En 2 jours, vous pouvez être à Alger.
vous pouvez faire votre consultation à Alger à l'hôpital Mustapha, faire des achats, régler ce qu'il y a à régler et repartir à Tindouf. Alors que auparavant, il fallait peut-être, c'était un projet d'une semaine, il fallait avoir les moyens de venir sur Alger, Les moyens, etc. parce qu'il fallait prendre l'avion, et l'avion n'est pas donné. Oui. Alors, en plus du désenclavement, on a des retombées aussi en termes d'emploi, et c'est la même chose pour la mine de plomb et de zinc d'Amizore. Vous avez une mine, donc il faut créer des restaurants, il faut créer des hôtels, il faut employer les gens, etc. Et les retombées sont immenses, effectivement. On va écouter un premier extrait de cette entrevue du président de la République et on revient pour le débat. خط جبيلة تندوف بشار يعني صعب التعبير عنه لأن هي معركة من المعارك اللي خاضوها عظماء هذه البلاد هذه أنا في طريقهم إن شاء الله موافقين. لما نشوف التحاليل العالمية في كل القارات على هذا الحدث ربما يزيد يعطينا نظرة على أهمية أكثر من الشيء اللي كنا عاطينه احنا أهمية لهذا المشروع، أهمية بناء الوطن بإيمان وبرجال آمنوا بمستقبل البلاد وحالين يضحيوا من أجله. Sami Kaidi, justement, alors ces projets miniers vont constituer finalement un tournant dans l'économie nationale. Clairement, en plus d'être un tournant, c'est des projets qui sont considérés comme étant à forte rentabilité, à impact économique majeur et qui vont contribuer à révolutionner la cartographie économique de notre pays avec une complémentarité indéniable qui va s'ajouter à nos revenus hors hydrocarbures, car il y a une diversification économique qui est en marche et qui porte ses fruits avec une diversification qui a atteint les 5 milliards de dollars hors hydrocarbures, alors que une exportation, vous voulez dire en exportation, et qui n'avait jamais dépassé les 1,8 milliards. Donc on voit bien qu'il y a ce bond qualitatif qui sera accompagné par ces projets structurants, ces projets qui auront des conséquences directes mais également indirectes, que cela soit sur l'emploi, sur l'activité économique, sur le transport, sur le désenclavement des régions, car en plus de Oued Amizore, en plus de Raj Bilat, il ne faut pas oublier ce projet à l'est du phosphate intégré qui est en passe d'être réalisé. Il y a sur la ligne, par exemple, linéaire de l'Est, sur 450 km, il ne reste plus que 150 km. D'ailleurs, le Premier ministre Sifi Ghreib était en déplacement à Annaba, mais également à Sogaras, où il s'est enquis de l'état d'avancement des travaux, notamment sur un tronçon particulier. C'est celui qui relie la commune de Bouchegouf dans la wilaya de Guelma à Darehan, dans la wilaya de Sogaras. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette mine apportera également un renouveau économique dans cette partie importante du pays, une région frontalière du pays, et qui s'accompagnera avec d'autres projets comme cette zone franche aux frontières avec, en l'occurrence, la Tunisie. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une véritable révolution qui est en marche. En cours, oui. Et en cours, exactement. Une révolution qui est également, qui touche également le transport. Pourquoi ? Zine Chalfaoui avait justement abordé cette question des transports et de la rapidité que nos concitoyens habitant dans la wilaya de Tindouf pourront avoir en se déplaçant par exemple sur Alger ou Oran. Mais il ne faut pas oublier ce projet extrêmement important et stratégique qui est la ligne ferroviaire qui reliera Alger à Tamanrasset et qui est prévue pour une livraison en 2028 qui apportera énormément de choses. Vous vous rendez compte, 2400 km. C'est 2400 km qui pourront être reliés en 10 heures. Donc ce rêve est en passe de devenir une réalité, Samia Bacha. C'est vrai. Alors justement, on va passer à une autre question qui a été abordée donc M. Kaoubi lors de cette entrevue. Un PIB à plus de 400 milliards de dollars d'ici fin 2027 contre 170 milliards de dollars en 2019. Qu'est-ce que cela nous dit de en des mots très simples de notre économie aujourd'hui ?
Moi, ce qui est à retenir, c'est que depuis 2019, on est dans un cycle de croissance qui s'accélère d'année en année, alors que le contexte mondial, du moins, connaît un ralentissement dans pratiquement toutes les zones de croissance. Chose qui est importante, malgré la difficulté du contexte, on arrive à réaliser des performances qui sont en nette amélioration. Les performances, c'est lesquelles? C'est les taux de croissance. Les taux de croissance. Quand on parle de PIB qui s'améliore, c'est vrai qu'on était à 170 milliards. Donc, on a utilisé la technique du rebassage pour corriger déjà ce chiffre. Mais dans tout cela, l'élément à retenir, c'est qu'on est dans un cycle de croissance qui s'améliore. Mais qui repose sur quoi? Sur la maîtrise de l'inflation? C'est de l'activité. Sur des exportations? La croissance, c'est de l'activité. Cela veut dire que notre activité croît d'année en année, qu'on produit plus, qu'il y a plus d'activité. C'est un élément qui est très rassurant. Ouais. Donc c'est vrai que le taux de croissance, avant de le calculer, on le corrige par rapport au taux d'inflation pour que ça ne produise pas de faux chiffres. Là, on est sur une moyenne de 4,3 annuellement. La chose la plus importante, c'est que tout cela est appelé encore à augmenter avec des investissements qui viendront en augmentation. On parlait du secteur minier, mais pas que. On parle des investissements dans le domaine du ferroviaire, on parle d'investissements dans d'autres secteurs d'activité. Donc, on a consolidé un socle, il n'y a plus d'incertitude, on numérise, on améliore du climat des affaires, la destination Algérie n'est plus mal perçue, au contraire, elle est très convoitée dans tous les secteurs d'activité. Je dirais l'agriculture, vous parliez tout à l'heure, parce que le chiffre de 4,3 en tant qu'élément générique, ça signifie ce que ça signifie. Mais ce qui est très important, c'est que notre investissement augmente dans le secteur de l'agriculture en montant et en qualité. Il augmente dans le domaine de l'industrie. Les objectifs tracés par le président de la République, c'est d'être à 13-15% du produit intérieur brut. C'est un élément important. Et c'est dans ce sens que ça nous rassure qu'on investit dans le secteur minier. Et puis, les autres secteurs d'activité, le bâtiment et autres, sont sur une logique haussière. Voilà ce qui est rassurant. Donc il y a une synergie finalement entre tous les secteurs en même temps. Tout à fait. Donc il y a une opération de rebasage qui est prévue. Donc ça nous permettra aussi de corriger certains dysfonctionnements et d'aller vers une allée de rebasage au même titre que les autres pays partout au monde. Et le plus important, c'est que sur la trajectoire 2028, on est sur des prévisions de croissance qui vont jusqu'à 5%. C'est déjà bien. On peut faire beaucoup plus. On va un petit peu avancer parce qu'on vient de parler des 5 milliards d'exportations de l'Algérie. Et en dehors des hydrocarbures, le président de la République a parlé du fait que l'Algérie subisse une forme de boycott ou de pression concernant l'importation de certaines matières, notamment le fer par exemple, à travers un système de quotas. Oui. Ce système de quotas qui peut ralentir aussi notre activité dans le domaine de la sidérurgie notamment. Et le président Tebboune affirme que justement dans les renégociations dans le cadre de l'accord d'association, l'Algérie et avec l'Union européenne, il y a un consensus -1. Oui, on devine très bien de qui ça peut être. De quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Oui. Oui, effectivement, l'Algérie a produit un certain nombre, a une production qu'elle aimerait bien écouler sur le marché européen. Oui. Bon, il faut dire, Mahfoud Kaoubi parlait tantôt de croissance, de production. Notre ami Sami Kaidi vient de parler de 5 milliards d'exportations. Sur les 5 milliards d'exportations, il y a des produits qui sont de qualité et qui peuvent très aisément trouver leur place en Europe. Bon, il se trouve que aujourd'hui, on a des concurrents, on a des pays qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues. Donc aujourd'hui, non seulement il va falloir tenir, mais il va falloir exiger justement la renégociation de cet accord d'association pour nous permettre d'avoir une base légale qui nous permettra de placer nos produits sur leur
marché comme eux, ils le font actuellement. Donc il y a je crois que le marché algérien est libre d'accès pour les produits européens. Il faudrait qu'on puisse aussi avoir ces mêmes avantages. Ouais. Surtout que maintenant, tout le monde convient que nous sommes une communauté de destin, nous sommes liés par la Méditerranée, nous sommes confrontés aux mêmes menaces géopolitiques, aux mêmes menaces sécuritaires, etc. Et donc, il ne faudrait pas que cela reste au niveau du discours. Donc, il faut que cela soit transformé, que cette parole soit transformée en acte et qu'on puisse nous laisser travailler et exporter nos produits en Europe. Mais le fait qu'il y ait quand même consensus, même si il y a une partie qui n'est pas d'accord, le fait qu'il y ait consensus au sein de ce cadre de renégociation de l'accord d'association, eh bien c'est plutôt positif. Oui, c'est plutôt bon signe. Mais comme j'imagine que ça fonctionne au consensus et la partie qui bloque actuellement se trouve avoir quand même une influence quand même non négligeable sur le fonctionnement des institutions européennes. Bon, mais je pense que l'Algérie a des arguments à la fois politiques, à la fois économiques, à la fois énergétiques, des arguments à faire valoir pour qu'elle soit entendue et que ses souhaits soient écoutés, preuve en est. On a des responsables européens qui sont venus et qui vont venir aussi pour essayer justement de défricher le terrain et d'essayer de traiter les irritants diplomatiques. L'Europe, je pense que tout le monde en convient, en Europe ou ailleurs, la rive sud de la Méditerranée est importante. Et tout le monde convient aujourd'hui que l'Algérie est le pivot de cette rive sud de la Méditerranée. Et je parle surtout de la Méditerranée occidentale. Mmh. Et je pense qu'on ne peut pas ne pas composer avec l'Algérie. Oui. Sami Kadi, sur un autre volet, le président de la République en tout cas, n'a pas exclu la possibilité que l'Algérie fasse un emprunt auprès de la BAD, la Banque africaine de développement, pour financer une partie de la ligne ferroviaire Tamanrasset jusqu'à Al-Mnera, pour un projet qui va nécessiter, il dit, jusqu'à 20 milliards de dollars. Et l'Algérie va miser donc sur la rentabilité de ces grands projets pour rembourser finalement ce prêt. Ça aussi, c'est une nouveauté. L'Algérie a toujours financé, on disait dans les anciennes émissions, l'Algérie a toujours un peu, pas qu'un peu, beaucoup contribué au financement de la BAD, des projets en Afrique, mais n'a jamais profité finalement des possibilités d'emprunt. Oui. Alors, ce qu'il faut, une petite précision, c'est que sur les 20 milliards, cette somme touchera 7 projets de voies ferrées dans notre pays. Ce qui est important, c'est que le président de la République a été extrêmement clair. Il n'y aura aucun recours à l'endettement. Toutefois, la BAD est une exception pour la simple et bonne raison que sur cette ligne ferroviaire qui partira jusqu'à Gardaya en passant par en allant à Al-Mnia et en passant par Gardaya, il y a eu un prêt de 3 milliards de dollars qui est remboursable sur 13 ans. Il y a eu ou il va y avoir ? Il va y avoir, voilà. Et ce qui est important, c'est de dire que l'Algérie est un membre fondateur de la BAD et un important contributeur. Par conséquent, ce n'est pas une entité privée où il y aurait finalement un risque de pression, etc. Là, il y a cette particularité. L'Algérie est un membre fondateur et un acteur central de cette banque dédiée au développement pour le continent. C'est plutôt une bonne chose aussi que l'Algérie commence à aller vers des banques internationales, donc africaines. Mais elle le fait, elle l'a fait ces dernières années en adhérant notamment à la banque des BRICS. Et avec la BAD, on peut dire qu'il y a cette volonté claire, nette et précise de diversifier, de ne pas dépendre d'un pôle bancaire, si je puis dire, exclusif. C'est vrai. Monsieur Kaoubi. Oui, tout à fait. Donc le financement, le capital est un moyen, est un facteur de production. Donc plus on investit, plus on crée de la croissance. Et pour investir, on a besoin de financement, tout simplement. Maintenant, ce qui est important, on peut financer par nos propres moyens, comme on peut faire appel à des financements extérieurs. Plus important, le président l'a précisé, c'est qu'on reste dans une position où on a la capacité et la faculté de choisir son partenaire financier. Et ça, c'est un élément important, parce que
ce qui pose problème dans les financements extérieurs, c'est souvent les conditionnalités qui dépassent le caractère purement financier et qui vont jusqu'à imposer certaines pressions sur le plan politique. Il a rappelé, le président de la République, la BAD, comme la Banque des BRICS, comme d'autres sources de financement extérieurs, n'ont pas cette attitude d'imposer des conditionnalités d'ordre politique ou, je dirais, c'est ce qui fait social. La différence avec les organisations. Tout à fait. Donc, le tabou du financement extérieur et de l'endettement est cassé. Ouais. Ce qui est important, on rétablit les choses, c'est qu'on s'endette pour faire de la croissance, oui, pour faire de la production et de l'activité. La finalité est importante. Oui. Et deuxièmement, on s'endette auprès d'organismes et d'établissements qu'on choisit. Oui, safe aussi. Hein, parce que les projets économiques à haute rentabilité. Effectivement. Oui. Zine, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, bon, j'ai bien apprécié Mahfoud Kaoubi quand il parle d'un tabou brisé. En fait, il faut dédiaboliser aussi cette idée d'endettement, cette attitude qui consiste à aller sur les marchés internationaux, sur les marchés financiers internationaux, BAD ou autres, il n'y a pas que la BAD, pour mobiliser des fonds, pour faire des projets rentables. Tous les économistes vous le diront, quand on s'endette pour construire un chemin de fer, pour construire une route, pour faire une usine, pour créer de la croissance, ce n'est pas un souci, il s'agit juste de négocier, serrer les conditionnalités du prêt. Bon, maintenant, le danger, c'est de s'endetter comme nous l'avons fait pendant les années 80 pour manger ou importer de la banane. Là, c'est différent. Et sur le court terme. Mais justement, là, il faut vraiment dédiaboliser. Au contraire, je pense qu'il faut encore aller sur les marchés internationaux. D'abord, il y a des financements qu'il faut capter. Je pense que l'Algérie ne capte pas suffisamment de financements et de programmes internationaux. Et puis, quand on a la possibilité de contracter un prêt à l'international sur 20 ans, sur 30 ans, sur 50 ans, vaut mieux travailler avec l'argent des autres que de travailler avec... Surtout qu'aujourd'hui, il faut financer l'école, il faut financer nos programmes sociaux, construire des hôpitaux, etc. Ce qui est important aussi, c'est que quand on est éligible au financement, ça prouve qu'on est dans des situations financières... Oui, c'est ce que j'allais dire justement. Et on est dans des situations... On emprunte finalement quand on est... Corrige, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Quand on est riche. Corrige, ça veut dire qu'on est solvable. Solvable par rapport à des réserves d'échange qui existent, par rapport à des indicateurs économiques qui sont rassurants. Vous parlez tout à l'heure du taux de croissance, du taux d'inflation, et plein d'indicateurs qui sont au vert. Donc, et par rapport justement, parce qu'on finance un projet, ça veut dire que le projet qui va produire de générer de l'argent. Est rassurant, parce que la BAD n'a pas financé comme ça le projet. Elle l'a fait passer au peigne fin et à toutes les analyses pour apprécier sa rentabilité. Comparaison n'est pas raison. Comme on dit, hors antenne, on parlait de l'Égypte. Il y a des pays qui arrivent à mobiliser 30 milliards de dollars de prêts, 50 milliards de dollars de prêts, mais pour aussi construire des projets extrêmement importants qui peuvent faire la différence sur les... Dans les années à venir et puis dans la région aussi. Oui. Alors, juste une dernière question concernant le volet économique. On parlait de situation économique plutôt confortable et qui nous permet donc d'emprunter effectivement auprès de banques étrangères. Et justement par rapport au pouvoir d'achat, et le président qui a affirmé qu'il n'a pas été impacté parce que les mesures qui ont été placées ont finalement absorbé les chocs extérieurs, parce qu'il y en a eu notamment sur ce que nous importons aujourd'hui et qui n'a pas été donc qui n'a pas observé une inflation importante. L'État a fait le maximum, je dirais. Tous les moyens possibles. On parle bien sûr des produits de première nécessité. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. Donc, la revalorisation des salaires et des pensions, l'exonération d'impôts, le soutien, on a continué à soutenir tous les produits de première nécessité, quand bien même ils touchent pratiquement une large partie des produits consommés, des services, des produits de première nécessité et autres. Donc, on ne va pas dire qu'il n'y a pas eu d'inflation. On a amorti au mieux d'une inflation qui a été galopante, exceptionnelle, depuis 2019 au jour d'aujourd'hui. Donc l'État a encore affirmé
et confirmer son caractère social, il est venu à la rescousse en essayant d'atténuer au maximum. Maintenant, qu'on soit d'accord sur une chose, sur le long terme, le pouvoir d'achat ne peut s'améliorer que par l'amélioration de la productivité, l'augmentation de la production et l'amélioration des performances de l'économie nationale. Et c'est justement sur ça que le président de la République a insisté, c'est qu'on doit continuer, on doit être mobilisé et d'améliorer continuellement de nos performances économiques. D'ailleurs, le taux d'inflation est quand même passé de 11% en 2019 à 1,8%, ce qui démontre la résilience aussi de l'économie nationale. Et en plus de cela, il y a toutes ces mesures, c'est-à-dire la suppression des impôts, donc l'IRG pour les Algériens qui touchent un salaire égal ou inférieur à 30 000 dinars et des augmentations atteignant quasiment 47%. Alors, il faut tout de même aborder la question des subventions. Oui. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce qu'a dit le président de la République? Est-ce qu'il y aura, ou est-ce qu'il y aura dans l'immédiat ou à long terme ou à moyen terme, finalement, ce ciblage des subventions? Oui, bien sûr. Bon, si j'ai bien compris, j'ai suivi l'intégralité de l'entretien donné par le président de la République à la presse nationale. C'est à peu près 1h42, 43 minutes. C'était très dense. Il a pratiquement abordé toutes les questions qui intéressent les Algériens, internationales, économiques, sociales. Et il me semble, et je rejoins un peu ce que vient de dire Mahfoud Kaoubi, nous avons un modèle social qui est magnifique. Hôpitaux gratuits, écoles gratuites, universités gratuites, soutien des prix à l'électricité, soutien des prix au gaz, soutien des prix à l'eau, soutien des prix des produits de première nécessité, légumes secs, etc. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est jusqu'à quand ce sera soutenable? On peut le faire si on a des rentrées, d'immenses rentrées, etc. Bon, notre économie, nous sommes en train de la bâtir. Et pratiquement tous les secteurs sont demandeurs de financement, etc. La population augmente très vite. Maintenant, le président, du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est-à-dire, on ne pourra pas, le pays, vu les défis auxquels il est confronté, ne pourra pas financer tout ça pour tout le monde. Et donc, la politique sociale de l'État devra d'abord profiter à ceux qui en ont le plus besoin. Donc il y aura ciblage via cette politique de numérisation. Et ce ne sera possible, et ce ne sera possible que lorsque nous aurons les outils pour voir qui... Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Parce que le chantier de la numérisation est bientôt achevé, selon encore une fois les dires du président. Alors est-ce que c'est quelque chose qui pourra se faire assez prochainement? Je pense que c'est assez sur une échéance assez proche, dans la mesure où il y aura finalement l'outil statistique également et la numérisation qui jouera un rôle fondamental pour plus de justice sociale, pour orienter ces aides aux classes les plus qui sont dans le besoin, qui ont besoin de ces aides. Alors hors éducation et enseignement, où le président de la République a été supérieur. extrêmement clair, car ces deux secteurs seront assurés. Et il y a la santé vision, aussi. La santé, bien entendu, la gratuité de la santé, de l'éducation, qui sont un peu la pierre angulaire de notre doctrine nationale également. Car il faut, c'est le fruit un peu de la déclaration du 1er novembre 1954. Je crois que c'est un peu le modèle n'ayons pas peur de le dire, c'est un peu le modèle français. Il y a des familles à qui on donne de l'argent, en plus des salaires qu'ils gagnent. Mais beaucoup d'aides ont été réduites. Tout le monde ne bénéficie pas du même soutien. Non, c'est un modèle quand même un peu qui a cette notion de welfare state, donc d'État-providence, où effectivement le citoyen est au cœur des politiques publiques et le soutien des franges les plus défavorisées, etc., est assuré. C'est ces filets sociaux qui sont mis en évidence. Mais ce qui est intéressant, c'est que les propos du président sont clairs. C'est-à-dire que le ciblage permettra d'orienter les besoins vers finalement les véritables bénéficiaires. Ceux qui en ont besoin. Qui en ont réellement besoin. Il faut qu'on passe à la prochaine thématique. L'attachement de l'État est clair pour la gratuité des soins et de l'enseignement. C'est important de le souligner. Alors,
on va passer à la prochaine thématique et elle concerne le dialogue politique qui n'est pas un jeu, dira le président de la République, ni un dialogue de spectacle, mais le président de la République dit qu'il faut que les gens apprennent finalement à dialoguer, à discuter de l'essentiel et cessent de faire dans la théorie. On comprend par là que ce dialogue n'est pas encore fructueux avec les partis politiques. On va regarder un deuxième extrait de cette entrevue et on revient. الرقمنة تاع البلاد اليوم ممكن نصل إلى توجيه حقيقي تاع الدعم للطبقة اللي تحتاج الدعم. قبل ما كانش ممكن. الجزائر اليوم ما لازمش تضيع المكتسبات تاعها. باش ما نضيعش مكتسبات نفضل نخلي الأمور واسعة حاليا أحسن ما نضيقها ونصبح ربما نمس الناس اللي يحتاجوا الدعم واللي يحتاجوا كذا. الدراسات اللي تقوم بها الحكومة بشر. لو كان يحرموا غير 20 عائلة من حقها يصنفوها في الصنف اللي ما تحتاجش تصبح ظلم إجحاف. تصبح تقصير سياسة وطنية تبنات على أسس أول نوفمبر 54 واللي دسترتها أنايا. أول مرة إعلان نوفمبر 54 يدخل في الدستور باش واحد ما يمس. Alors ça c'était évidemment l'extrait du sujet dont on vient de débattre sur les subventions de l'État social finalement. Concernant le dialogue politique, Zine Cherfaoui, je le disais, on comprend que ce dialogue n'arrive pas finalement à s'instaurer parce que, et le président en a parlé longuement, il y a peut-être une sphère politique qui n'est pas représentative, en tout cas pas totalement, et la loi sur les partis, la nouvelle loi, va apporter, le mot est peut-être un peu fort, mais une forme d'assainissement de cette sphère politique pour commencer vraiment à dialoguer sérieusement. C'est ce qu'on comprend en tout cas. Oui, alors personnellement je pense que le président nous a un peu laissé sur notre faim. Il a annoncé un dialogue un dialogue prochain avec les partis politiques. Il a même parlé de débattre du projet de société de l'Algérie. Bon, il s'est arrêté là. Mais je pense que, quel que soit, tout en disant effectivement qu'il ne s'agira pas de tout jeter à la poubelle, de tout rediscuter. L'Algérie est un État qui a été patiemment construit depuis 62 à nos jours. Il y a des choses qui fonctionnent, donc on ne peut pas venir du jour au lendemain et mais on comprend que c'est ce qu'on lui dit. C'est ce qu'on lui dit, c'est-à-dire que ces partis veulent peut-être proposer des réformes impossibles et d'aller vers quelque chose qui n'est pas concrétisable, qui n'est pas sérieux. Il faudra construire sur un acquis on commence toujours avec un acquis. Mais le président de la République parlera du débat ou de débattre d'un projet de société. Bon, je pense que tous les partis politiques attendent avec impatience l'ouverture de ce débat. Je pense que c'est même une demande des partis politiques. Il y a vraiment une appétence pour le débat politique. Oui, mais est-ce que tous les partis sont capables de mener ce dialogue? Parce que s'il ne s'est pas tenu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a justement peut-être ce manque de culture de dialogue. Moi, ce que je peux dire, par contre, c'est que le chef de l'État est disposé à écouter le large spectre de la vie politique nationale. Il reçoit régulièrement des partis politiques où ils échangent notamment sur les voies et moyens de redynamiser la scène politique nationale. Et donc, je pense que c'est dans cette optique-là qu'il y aura un bond nécessaire également pour la construction d'une plateforme pour les prochaines échéances. Il faut rappeler que notre pays vivra prochainement des élections législatives et puis d'autres échéances. Donc il est important de conjuguer un peu l'ensemble des efforts pour dégager préparer les échéances et dégager des grandes lignes. On va écouter justement l'extrait du président de la République qui évoque cette question et on revient. مادام فيه قانون أحزاب باش يفوت على
المجلس الوطني الشعبي يفوت على مجلس الأمة، وقانون هذا ثاني كذلك خطوة ديمقراطية وكل معترفين بها، على أساس أن القانون هذا تحرر مشاركة تاع الأحزاب نفسهم، لأن القانون كان طالب منهم ضمن القانون من الأحزاب بيان سور. نهار اللي القانون يفوت وهما يعاودوا المؤتمرات نتاعهم ويعاودوا يعني الوجه الجديد نتاع أحزابهم على حساب القانون، مرحبا بك في الحوار. Monsieur Kaoubi, le président de la République, lorsqu'il a parlé des subventions, il a aussi évoqué cette commission qui va faire des propositions pour le ciblage des subventions de l'État, et les partis politiques seront finalement la principale composante de cette commission. Justement, à quel point une sphère politique structurée, représentative, peut aussi influer sur l'économie nationale? Oui, tout à fait. Donc si le problème des subventions pose des questions techniques, qui sont généralement maîtrisables. Il pose surtout des questions politiques et des questions de communication. Faire adhérer la population, être dans la pédagogie, convaincre, parce que d'une manière ou d'une autre, quand on parle de réforme, de changement, systématiquement... C'est pas très populaire, effectivement. Tout à fait. Quand on a l'habitude de consommer gratuitement, même si on est aisé, dire que le lendemain ça sera payant, ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est comme ça, l'être humain est ainsi fait. Maintenant, le terrain est tellement glissant que ça demande un paramétrage technique parfait. La numérisation, le système de données actuellement possible à être exploité réglera pas mal de problèmes, même si ce n'est pas la totalité. Une classe politique crédible, Crédible, effectivement. Tout à fait. Parce qu'il faut vendre le projet. Tout projet, techniquement, il est façonnable. Maintenant, le faire adhérer, on le vit avec nos enfants, même si on a raison, on est dans l'obligation de faire adhérer la famille à un choix. Si on décide de différer notre consommation en allant acheter une maison, on va différer la consommation d'aujourd'hui pour demain. Donc, on doit se passer de certaines dépenses. Le président de la République a parlé de gaspillage. Et Dieu sait qu'il y a du gaspillage, il faut le dire. Qui nous coûte des millions. Et donc, de dollars. on parlait tout à l'heure de croissance. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut produire plus? Mais quand on veut produire plus, on est censé affecter de la manière la plus rationnelle nos ressources, même si on est dans une situation d'aisance. L'État-providence, oui, mais Providence, il impose une rationalité. Le président de la République a même donné l'exemple du pain, où il y a un gaspillage assez conséquent. Oui, mais en même temps, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que nous avons un modèle social qui a fonctionné jusque-là, mais qui est extrêmement coûteux. Est-ce que nous pouvons continuer à avoir le même modèle social ou pas? Moi, je pense que la réponse, tout le monde la connaît, le président de la République. On ne peut pas continuer sur cette voie. Et donc, il va falloir revoir certaines subventions. Et donc, maintenant, comme le dit Mahfoud Kaoubi, il faut mettre plus de rationalité dans notre modèle social, de telle sorte à ce qu'il puisse tenir le plus longtemps possible. C'est ça le plus important. Alors, sur un autre volet, et on va passer donc à l'international, il y a les relations de l'Algérie avec un certain nombre de pays. Sur la France, il ne fait pas de commentaires. Il dit je ne souhaite pas donc faire de commentaires précis. Il n'a pas été extrêmement loquace sur les relations de l'Algérie avec la France. Mais il a abordé la question des OQTF. Et là, on comprend aujourd'hui, pour ceux qui n'avaient pas la vision, comme on dit, la vision précise, pourquoi l'Algérie refuse les OQTF. Eh bien, à ne pas confondre, dira le président de la République, avec la main tendue de l'Algérie envers les jeunes en situation de précarité à l'étranger. Mais en France, les Algériens en situation d'irrégularité sont maltraités, malmenés. Finalement, avec des recours juridiques contre l'expulsion qui leur sont reniés.
Et on n'informe pas le pays d'origine, ce qui enclenche en principe des mesures spécifiques de la part des consuls algériens qui leur rendent visite lorsqu'ils sont en détention. Il y a comme une volonté de déporter ces Algériens qui ont pour certains vécu des années en France, en les coupant de leur cellule familiale et de leur travail aussi, de leur milieu professionnel. Zine Cherfaoui, Oui. sur cette question-là, Alors, précisément. Le président a tenu à souligner que le distinguo doit se faire entre les gens concernés par les OQTF et les gens concernés par la récente sa récente décision qui consiste à faciliter le retour de jeunes qui sont en situation de difficulté en Europe ou ailleurs dans le monde. Ça peut être la France, l'Espagne. Et pourquoi cette décision? C'est que il y a aujourd'hui des pays, il y a des partis qui exploitent la vulnérabilité de ces jeunes pour les retourner contre leur pays. Et donc la décision, bien évidemment, elle est à applaudir, elle est extrêmement importante. Et pour tous les jeunes qui souhaiteraient revenir chez eux, la procédure leur sera facilitée, soit par l'octroi d'un passeport, soit etc. Bon, seules les personnes qui ont été les instruments de la déstabilisation de l'Algérie, seules ces personnes ne sont pas concernées par la mesure. Quant aux OQTF, c'est écrit dans la loi, dans le marbre, dans les différents accords conclus entre l'Algérie et la France. On ne peut pas décider du jour au lendemain de renvoyer comme ça un Algérien ou une Algérienne. Donc il y a quoi derrière? Il y a une volonté d'humilier, il y a une volonté de faire mal? Non, moi je Pourquoi les procédures ne se font pas normalement dans le cadre de ces OQTF? Oui, pourquoi les procédures ne sont pas respectées? On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Depuis 2019, il y a des partis en France qui veulent absolument engager un rapport de force avec l'Algérie. Alors, ce rapport de force vise d'abord à humilier l'Algérie, à punir l'Algérie pour ses positions. Les gens s'en servent comme une rente politique parce qu'il y a des élections. Il y en a une qui est prévue importante, qui est prévue dans une année. Et donc, ce sont tous ces éléments-là. Et ils ont vu dans la communauté algérienne établie en France un moyen pour justement un levier pour atteindre un bouc émissaire, un levier pour atteindre leurs objectifs. Et l'un des artisans de ce rapport de force, ou l'une des personnes qui appelle régulièrement à instaurer un rapport de force avec l'Algérie, c'était d'abord l'ancien ambassadeur d'Algérie, de France à Alger, Xavier Driancourt. Ensuite, on a eu la séquence Retailleau. Et donc, en France, l'extrême droite et une partie de la droite pensent qu'il est très rentable politiquement de tirer sur l'Algérie. Et donc maintenant, tous les moyens sont bons pour... Oui, je pense qu'ils commencent quand même à comprendre que ça n'a rien apporté, que ça ne fonctionne pas. Et que le chantage et la menace ne fonctionnent pas avec l'Algérie. Oui. Il y a aussi un autre pays avec lequel les relations risquent de se dégrader, même si le président a abordé les relations avec les pays arabes, qui sont plus qu'amicales. Elles sont basées sur la solidarité, la fidélité réciproque aussi, comme avec l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar et l'Égypte, mis à part un État qui sème le trouble, comme le dit le président de la République, qui sème le trouble, pas que chez nous d'ailleurs, le trouble et l'ingérence dans plusieurs régions du pays. On comprend qu'il s'agit des Émirats arabes unis. C'est même qualifié de micro-État. Micro-État. Et on sait que l'Algérie vient de dénoncer la convention sur les services aériens avec ce pays. Et l'Algérie n'est pas la seule à se plaindre des agissements. Tout à fait. Les Émirats arabes unis jouent un jeu totalement trouble, notamment au Sahel, mais également au Soudan. En Palestine occupée, avec son soutien inconditionnel pour le régime sioniste. C'est plus qu'un soutien, c'est un allié. Voilà, un allié de facto du régime génocidaire sioniste, mais également dans la région, avec son soutien pour le régime colonial marocain. Donc on voit bien qu'il y a les Émirats arabes unis qui ont fait le pari de la déstabilisation de plusieurs pays, de la fragmentation de plusieurs pays. On le voit notamment avec son soutien dans la Corne de l'Afrique, avec ce véritable coup de poignard qui a été fait dans le dos de la Somalie. Donc les Émirats arabes unis jouent un jeu trouble, comme je le dis, et ont
et sont même dans une forme de traîtrise quand on voit qu'ils soutiennent également des mouvements d'extrême droite en Europe. C'est des faits documentés. Donc, le président de la République a été très clair. Les relations risquent de se dégrader Voilà, davantage. les relations, je pense qu'elles sont dans une phase de dégradation claire, nette et précise. Et ce qui est intéressant, c'est que le président a dit à l'attention d'Abu Dhabi de ne pas forcer Alger de faire regretter le jour où on les a connus. Donc le message est très clair. Oui, il ne souffre d'aucune ambiguïté. Et aujourd'hui, le Abu Dhabi est malheureusement un facteur de déstabilisation régionale et internationale. C'est vrai. Monsieur Kaoubi, lorsque une convention est dénoncée par un pays, comme c'est le cas avec aujourd'hui Abu Dhabi, l'Algérie qui a dénoncé, je le disais, la convention sur les services aériens avec ce pays, cela risque évidemment, cela va stopper le trafic aérien entre ces deux pays. Est-ce qu'il y a des conséquences là encore sur le plan économique? Oui, certainement qu'il y aura des conséquences économiques sur le plan économique, dans la mesure où un ordre va être chamboulé. Et maintenant, c'est les capacités d'adaptation des situations pareilles ont été déjà vécues avec éventuellement quelques pays. Mais maintenant, c'est des choses. L'adaptation fait partie des systèmes de gestion et de gouvernance. Sachant qu'il y a une année, il y a une année de délai pour revenir éventuellement sur. Tout à fait. Donc, je parle sur le plan technique, évidemment. Tout à fait. Donc, les ajustements se feront selon les modalités qui sont prévues ou pas. Oui. Mais je dirais que... Mais ce n'est pas anodin tout de même, c'est déjà un signal. Non, ça veut dire que les agressions ont été tellement multiples que ça devait s'arrêter. Et c'est un choix, encore une fois. L'Algérie a toujours appelé, a toujours laissé la porte ouverte pour que des choses, les logiques de la raison l'emportent sur des situations pareilles. C'est inscrit dans la doctrine de l'Algérie, aussi bien économique que politique. Malheureusement, ce partenaire n'a pas pu le comprendre de cette oreille-là. Maintenant, il faut passer à autre chose. Le président a parlé de tentative d'ingérence dans les élections Et pas que... À 2 reprises. À 2 reprises, oui. Donc c'est extrêmement grave. Ce qui est triste dans l'histoire, c'est que les relations algéro-émiraties, avant l'arrivée de l'actuel président des Émirats, étaient excellentes. L'Algérie a beaucoup fait pour la création des sociétés des hydrocarbures émiratis, qataris. Sonatrach s'est beaucoup investi durant les années 70 pour monter aux Émirats et au Qatar des industries. Et pour la formation également. Oui, alors ne parlons pas de la formation. Idem, durant les années 90, les Émirats ont été aux côtés de l'Algérie. Et puis, le changement de leadership, autre temps, autre mœurs. L'actuel président émirati a totalement réorienté la politique joue un jeu des plus troubles. Oui. Il a été choisi pour ça aussi. Oui, mais un peu comme la légende d'Icare, à force de se rapprocher du soleil, les ailes ont fini par fondre. Mais je pense qu'il commence à se brûler, il s'en rend bien compte. Oui. Le premier signal a été avec la réaction de l'Arabie Saoudite. Oui. Sami Kaidir, on doit avancer, il nous reste 2 questions avec les relations avec le Niger, qui s'améliorent en revanche, et avec le président de la République qui vient d'ordonner le retour de l'ambassadeur d'Algérie à Niamey. La nouvelle est tombée. Et en plus de cela, lors de son entretien avec la presse, le président de la République a affiché le respect et l'estime qu'il porte à l'égard de son homologue du Niger, M. Tiani, et il lui a adressé une invitation officielle pour se rendre en Algérie. Donc là, on est dans un réchauffement. Donc là, on est dans une phase, une ouverture d'un réchauffement qui est extrêmement salutaire pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de projets entre l'Algérie, le Niger, mais également le Nigeria, si on parle du TSGP, donc le gazoduc transsaharien. Et c'est extrêmement
prometteur pour les deux pays. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le Niger a beaucoup besoin de ce projet et qu'il va contribuer à renforcer cette intégration régionale et sous-régionale. Et M. Kaoubi, le Niger ne pouvait pas bouder plus longtemps, si je puis dire, justement parce que ce projet est extrêmement... est sur sa lancée aussi, le gazoduc Oui, nigérien. bien sûr. Donc, souvent, les logiques économiques l'emportent. Reprennent, oui, là-dessus. Tout à fait. Donc, il y a des changements de cap qui proviennent de certaines visions éphémères, mais en fin du compte, Marx disait que l'infrastructure est même égale, que l'infrastructure détermine la suprastructure. D'autant plus que la situation du Niger, sur le plan économique, nécessite à ce qu'il y ait de la collaboration, à ce qu'il y ait de l'intégration, aussi bien avec l'Algérie qu'avec le Niger, qu'avec les autres pays de la région du Sahel. Le Niger était resté sur une position aussi beaucoup plus pondérée que son voisin, le Mali. Mais il s'est assez rapidement distancié des prises de position. Des prises de position. Les relations algéro-nigériennes ont été les dommages collatéraux de la brouille entre Alger et Bamako. Mais fondamentalement, il n'y a rien eu de grave entre Alger et Niamey. Et comme le dit Mahfoud Kaoubi, le pragmatisme reprend le dessus. Et puis, bon, au-delà du pragmatisme, on a aussi des relations très fraternelles avec le Niger. Mais moi, je suis content, je suis heureux parce que d'abord, les appels à la raison ont été entendus. Prévalu aussi. Et puis, souvenez-vous, la patience stratégique de l'Algérie a fini par payer. Et en fait, le cas algéro-nigérien est valable pour tous les voisins de l'Algérie. L'entente est obligatoire. Ce n'est pas une option, c'est une obligation et personnellement c'est une conviction. L'environnement, on doit prendre en main, il est du devoir de l'Algérie, comme elle le fait aujourd'hui. Justement, vous me tendez la perche pour la dernière question, parce que le président a aussi parlé de la tripartite régionale pour la Libye. Et il dit finalement qu'il n'y a que les voisins qui peuvent aider le mieux, en tout cas, apporter le plus de solutions à la situation en Libye aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bon, malheureusement, dans le cas de la Libye, le destin n'est pas dans les mains des Libyens parce que vous le savez tous, il y a beaucoup d'ingérence, il y a beaucoup de pays qui s'ingèrent dans cette nation qui nous est chère et très proche. L'Algérie, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie pèsent de tout leur poids pour trouver une solution rapide à la crise en Libye. Mais il faudrait aussi, c'est compliqué, il faudrait aussi que aujourd'hui les gens qui jouent avec le destin des Libyens cessent de le faire aussi. Sami Kaidi, dernier mot sur ça. Moi, je dirais que, et je suis tout à fait d'accord, c'est que les pays voisins sont en train de peser à leur tête l'Algérie, de tout leur poids pour permettre une solution inclusive, loin de toute forme d'ingérence étrangère, pour finalement permettre aux Libyens de décider de leur destinée et de leurs représentants surtout. Peut-être très rapidement également, c'est que là, sur le plan international, les déclarations du président de la République ont eu un écho international car elles ont été reprises longuement par la presse internationale, de Russia Today en passant par Anadolu Agency et par la presse arabe comme Kouna, qui est l'agence de presse koweïtienne. Tous se sont félicités et ont salué les propos du président de la République et l'engagement de l'Algérie sur le plan régional et international. Oui. Merci beaucoup, Sami Kaidi. Merci, Monsieur Kaoubi. Et merci à Zine Chafaoui. Merci beaucoup pour toutes ces explications que vous avez apportées ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Je vous souhaite une excellente suite des programmes. Au revoir.